Salut tout le monde et bienvenue pour ce 5e épisode d'Arsenal French Monday. On se retrouve donc pour revenir évidemment en partie sur la victoire des Gunners face à Fulham samedi. On vous présentera le sommaire un petit peu après, mais évidemment pour m'accompagner, deux membres d'AFC sont là, Corentin et Mathieu. Salut les gars. Salut. Salut à tous. Et donc voilà, on va pouvoir vous présenter bien le programme de cette journée, le sommaire de cette émission, 1 heure évidemment comme d'habitude. Salut à tous, salut à vous dans le chat évidemment, n'hésitez pas à interréagir. Évidemment, on va revenir donc sur cette victoire face à Fulham. On va ensuite évidemment très vite se projeter sur le match d'Aston Villa. Puisque ce sera dès mercredi dans 2 jours déjà, messieurs, le football, ça y est, ça va s'enchaîner tous les 3 jours les matchs. Et puis évidemment, quoi de mieux, alors que ça va s'enchaîner, de parler de la Ligue Europa, puisque le tirage au sort a eu lieu vendredi. On reviendra évidemment sur la poule d'Arsenal, une poule qui promet des matchs intéressants. On verra, on va vous teaser tout ça. Et puis on terminera cette émission évidemment par, on va dire, l'info mercato de la semaine dernière, même si c'est pas vraiment du breaking news. En attendant, eh bien, Nicolas Pepe s'est officiellement engagé avec Nice. Il a joué même ses premières minutes dimanche face à Marseille. Évidemment, on va revenir sur son passage, puisque même si c'est un prêt, a priori, l'objectif n'est pas qu'il revienne à Arsenal. Et donc, évidemment, on va revenir sur ces 3 années passées du côté d'Arsenal, avec, vous voyez, un goût d'inachevé pour l'interrogation. En attendant, Corentin, Mathieu, on va revenir sur ce match. Ce match donc de samedi, victoire 2-1 face à Fulham. On vous rappelle rapidement le scénario. Une bonne première mi-temps de la part des Gunners. But de Mitrovic, malheureusement, en début de deuxième mi-temps, sur une grossière erreur de Gabriel. Et puis les Gunners sont poussés, but d'Odegaard sur une frappe contrée, but de Gabriel, un but de Raccro, un beau but de Raccro sur corner. Je vais commencer par toi, je vais me tourner vers toi Mathieu, d'abord pour commencer. Qu'est-ce que tu retiens tout simplement de cette rencontre ? Plusieurs choses. La première, c'est la grande maîtrise technique de l'équipe. On va en reparler encore un petit peu, mais Odegaard nous a fait un match d'une technicité folle. Il y a eu beaucoup de caractère, notamment sur cette perte de balle. On aurait pu penser qu'on aurait été au fond du trou après un but de Mitrovic. Comme disait très bien certains suiveurs, c'est le genre de match, sûrement il y a 1 an ou 2, on l'aurait perdu la tête en bas. Donc bel esprit de réaction. En plus, on est tombé quand même face à une équipe de Fulham que j'avais rarement vue aussi bonne, avec notamment Leno qu'on connaît très bien dans les buts. Donc je suis très satisfait de la réaction de l'équipe surtout. Et puis il y a quand même un petit bémol sur la qualité de l'attaque, dans le sens où il aurait fallu planter peut-être en première mi-temps déjà un but ou 2, mais bon, la victoire est là et ça fait 4 sur 4. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match dans le chat. Je vois déjà de Fredo qui a mis un petit message. Vous ne parlez pas des rumeurs transferts car c'est bientôt la fin. Corentin, tu l'as mis dans le chat. Il y aura une émission spéciale pour la fin du mercato jeudi. Et puis, on rappelle également qu'on aura quand même, en plus de la petite partie sur Nicolas Pepe, un petit mot sur ce qui se passe en ce moment sur le marché. Corentin, toi, c'est vrai que sur cette rencontre, c'est peut-être pas le match le plus abouti depuis le début de saison d'Arsenal, mais il faut aussi avouer que Fulham a été une opposition assez solide malgré tout. Oui, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas mené la vie facile. Surtout Mitrovic, mais on s'attendait à ce qu'il soit compliqué à défendre. Et malheureusement, on lui donne ce but début de seconde période, ce qui nous met un peu dedans, alors qu'au final, on gérait très bien le match en première mi-temps. Après, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la réaction de l'équipe, le fait qu'elle soit revenue à la marque et qu'elle ait réussi à s'imposer à la fin du match. Il y avait eu un vrai état d'esprit de vainqueur. La rentrée d'Eddie a fait énormément de bien. On voit que il y a vraiment une solidarité chez tous les joueurs. C'était vraiment beau à voir sur la fin. Et ouais, il y a énormément de choses positives à retenir de ce match. Alors, pour remettre dans le contexte, il faut aussi rappeler que, alors que les 3 premières compositions d'équipe avaient été identiques lors des 3 premiers matchs, eh bien cette fois-ci, il y a eu 2 petits changements un petit peu contre la volonté de Mikel Arteta, a priori, parce que Zinchenko et Partey ont eu des petites alertes. Alors, il a préféré les préserver, c'est peut-être aussi parce que, justement, c'était, entre guillemets, que Fulham en face et qu'il pouvait tenter ça. En attendant, forcément, ça nous pousse à évoquer le match de Tierney et de El Neni. Mathieu, peut-être d'abord pour parler de la prestation de l'Écossais,
D'abord, qu'est-ce que tu en as pensé et oui, qu'est-ce que tu en as pensé tout simplement? Je vais pas t'influencer dans ta réponse. Alors beaucoup de choses. Ouais, Tierney, c'est un joueur que tout le monde adore au club. C'est un vrai guerrier. C'est ses premières minutes de la saison en tant que titulaire, parce qu'il avait joué des bouts de match en remplacement de Zinchenko. On a senti qu'il n'était pas encore tout à fait affûté. C'est quelqu'un qui, il le dit lui-même, il a besoin de match et besoin d'intensité pour être au top. Donc il a été un peu timide. Je pense que le principal problème pour lui, c'est que son style de jeu ne correspond pas du tout à celui de Zinchenko et que le coach l'a fait jouer dans cette position-là aussi. On l'a vu revenir un peu au milieu de terrain pour notamment libérer Xhaka, ça on pourra en reparler un peu plus tard. Mais il a eu une entrée en jeu timide, et en même temps, je peux pas lui en vouloir vu du fait que c'est sa première titularisation et qu'il a même pas joué toute la rencontre. Il a quand même fait, je trouve, une bonne première titularisation. Ce qui est peut-être, on va dire, à retenir de cette rencontre, Corentin, mais c'est pas forcément surprenant, c'est que Tierney n'a peut-être pas le profil pour évoluer comme Zinchenko. Bah oui, on l'a vu notamment sur ses prises de balles et sur ses contrôles, il était beaucoup moins à l'aise techniquement. Après, comme l'a dit Mathieu, c'est normal, c'était sa première titularisation cette année. Mais moi, je pense qu'il faut pas le comparer non plus dans tous les domaines du jeu à Zinchenko. Il y a trop de qualités, il y a trop de caractéristiques qui séparent les deux joueurs. Je pense que Tierney est plus fort quand il doit déborder sur l'aile et quand il doit prendre de vitesse son vis-à-vis. Tandis que là, c'était plus de la possession au milieu de terrain. On l'a vu dans un rôle beaucoup plus axial. Donc au final, il n'a pas tant pris que ça à l'aile gauche. Donc je pense que c'était vraiment... je pense qu'il va lui falloir du temps, lui aussi, pour s'adapter au nouveau système tactique d'Arteta. Mais après, j'ai pas du tout peur pour la suite pour lui. Je pense que c'est juste une question d'adaptation et d'enchaînement de minutes. Donc je pense que si Zinchenko est amené plus tard à être blessé ou être mis de côté une nouvelle fois, je pense qu'il y aura moins de soucis pour Tierney. C'est exactement ce qu'a dit BH Record dans le chat, on est d'accord, il ne faut surtout pas le comparer à Zinchenko. Enza, il nous dit qu'il faut aussi prendre en compte que Tierney n'était pas à 100%, il revient progressivement. Il n'était pas en confiance et enchaîne les blessures depuis un an, qui dit BH Record. Et puis Butters4472 qui dit Zinchenko c'est un arrière ultra moderne qui rentre dans le cœur du jeu comme Alexander Arnold ou Cancelo. Il faut une sacrée qualité technique et une excellente vision du jeu pour faire ça. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est quand Tierney est sorti et Nketiah est rentré. Je veux pas dire que ça a été un peu le déclic pour les Gunners, mais c'est pas vraiment de sa faute d'ailleurs. Mais le choix tactique pour le coup payant d'Arteta, Mathieu, que de faire rentrer Nketiah qui a fait une bonne rentrée. Ouais, complètement. Pour le coup, on critique souvent Arteta sur ses changements ou son manque de changement. Alors, il n'en a pas fait énormément, mais celui-ci est arrivé quand même assez tôt dans le match. Et bien qu'Nketiah n'ait pas fait de passe décisive ou de but, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il a fait une sacrée entrée en jeu. J'ai été le premier surpris parce que je suis pas un grand fan du joueur, mais il a paru vraiment très en jambes, mais je pense qu'il aura ce rôle-là à jouer justement de fraîcheur en fin de match. Et effectivement, c'est ce qui a sonné la révolte et ce qui a permis indirectement de Tierney de relancer ce match et de finalement l'emporter. Ouais. Il y a un homme peut-être qui a surnagé, on va voir si vous êtes d'accord. C'est celui en tout cas qui a eu la meilleure note sur nos notes d'ailleurs qu'on va vous remettre dans le chat. C'est Martin Odegaard, Corentin, un peu comme dans la lignée de son match face à Bournemouth, très solide. Ouais, plus que oui, c'était impressionnant son niveau technique. C'est la façon dont il a porté la balle vers l'avant, c'était vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis même si des fois il hésite un peu trop, on a envie de lui dire ah putain tu dois frapper, tu dois faire la passe à ce moment-là, mais notamment en première mi-temps. Notamment en première mi-temps, mais quand il prend contrôle du jeu, quand il centre, quand il envoie les balles vers l'avant, c'est vraiment propre, c'est beau. Et franchement, c'est l'un des éléments, c'est l'élément clé dans la construction de notre jeu. Et je pense que ça s'est vu en deuxième mi-temps notamment, où il était en plus à la récupération. Enfin, il a quasiment tout fait au milieu, et j'ai trouvé vraiment sa performance peut-être pas la meilleure depuis qu'il est à Arsenal, parce qu'il en a fait des belles quand même, mais c'était vraiment sa meilleure perf depuis le début de saison. Ricouille dans le chat nous dit il casse des lignes, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur comme ça prenant des risques, et surtout il joue toujours vers l'avant. Ça fait plaisir à voir. Au final, c'est vrai que Mathieu, sans forcément le comparer à Ozil, mais depuis le grand Mesut Ozil, on n'avait plus eu de numéro 10 comme ça.
C'est exactement la réflexion que je me suis faite pendant le match. Je me suis dit, mais il me rappelle tellement cette volonté, cette vision de jeu quand il fait cette louche pour Nketiah, mais personne l'avait vu venir, même Nketiah l'avait pas forcément vu venir et il fait une louche qui aurait pu être un but incroyable. Et il a vraiment cette vision-là. Et alors pour le comparer à Ozil, puisqu'on est là-dedans, la stat est sortie, je crois, aujourd'hui. C'est le 5e joueur qui a fait le plus de kilomètres depuis le début de la saison en Première Ligue. Et c'est le seul qui est un attaquant, parce que tous les autres sont des défenseurs. C'est terrible, enfin, c'est incroyable son niveau d'engagement qu'il a. On le voit, c'est toujours le premier à lancer le pressing, c'est toujours le premier à haranguer les troupes. C'est lui qui allait voir Gabriel après sa grossière erreur. Pour le coup, j'étais pas forcément fan de le nommer capitaine au début de la saison. Je le trouvais peut-être un peu jeune, un peu effacé, mais il montre sur le terrain qu'il montre l'exemple tout simplement. Il fait ce que fait un capitaine et il montre ce qu'il faut faire et il le fait très très bien. On peut dire qu'on a trouvé aussi la bonne association, puisque pendant un temps, peut-être que Martin Odegaard n'était pas utilisé à 100% de ses capacités, notamment l'association avec Smith Rowe, avec Martinelli, Saka. Là, on sent vraiment dans ce rôle, on va dire, très libre au milieu de terrain, qu'il est à sa place. Ah, oui, oui, excuse-moi. ouais, il est total. Les saisons précédentes, on avait essayé l'année dernière, on avait essayé de le mettre en 6, en 6. Qui notamment. Ouais, ça avait pas très bien fonctionné. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'il pourrait le mieux jouer dans notre système, sachant qu'on avait Smith Rowe qui était en très très grande forme. Donc on a hésité, est-ce qu'on met Smith Rowe en 10 et on descend de garde d'un cran? Là, je pense que ce début de saison d'Odegaard, il règle totalement ce problème dans le sens où sa position, où il excelle, c'est vraiment ce poste de numéro 10 parce que c'est là où toutes ses qualités elles sont exposées. Comme l'a dit Mathieu, moi il me rappelle Ozil, mais dans un match comme ça, c'est impressionnant. C'est vraiment les numéros 10 à l'ancienne et il y en a plus beaucoup des joueurs comme ça. Et franchement, c'est rarissime un joueur comme ça de nos jours. Donc je pense qu'il faut le laisser à ce poste de numéro 10 et après on verra avec Smith Rowe comment ça se passe au cours de la saison pour le turnover, s'il peut lui jouer à gauche ou il pourra jouer des bouts de match en 10 en remplacement d'Odegaard s'il est fatigué. Et je pense que ouais, sa position numéro 1 cette année, ça doit être ce poste-là de numéro 10 dans un 4-2-3-1 où il est en soutien de l'attaquant. En tout cas, ça promet une saison assez excitante. On a vraiment l'impression que physiquement, en plus, il est très prêt. Donc, on va suivre ça avec attention. On va plutôt maintenant évoquer la défense pour terminer un petit peu le match face à Fulham. Avec l'erreur de Gabriel. Un petit peu comme Saliba qu'un jour plus tôt à l'Emirates. C'est un but qui vient vraiment sur une grossière erreur de Gabriel. Mais en même temps, je sais pas, Mathieu, ce que tu en pensais, cette fois-ci... je veux pas dire qu'on l'avait senti venir, mais peut-être que la défense a été un peu moins impériale que sur les matchs précédents. Ouais, alors sur cette erreur-là, Gabriel est naïf et en même temps, je le trouve quand même cette saison un brin en dessous. Alors, il est plus avec le même partenaire dans l'axe depuis le début de la saison, donc ça peut-être joué un petit peu. La défense a été effectivement peut-être un petit peu moins en place, même si ça est resté quand même suffisamment solide, notamment avec un Ramsdale qui sort encore 2-3 parades vraiment clutch en fin de match. La défense a été un peu moins rassurante que les autres matchs. Après, bon, c'était entre guillemets que Fulham, même si on disait tout à l'heure que c'était quand même une fière équipe. Donc tant mieux, mais il va falloir effectivement être plus solide comme dans les 2 premiers matchs pour se retrouver avec le plein de confiance pour Villa et puis surtout pour Manchester dans une semaine. Je sais pas si on peut expliquer cette erreur de Gabriel Corentin, mais est-ce que c'est peut-être pas lié certaines fois aussi à sa qualité un peu plus faible en relance, je sais pas, mais là c'est vrai comme a dit Mathieu, un peu naïf. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques actions déjà en fin d'année, fin de saison précédente et en début de cette saison où il prend un peu son temps à la relance ou alors il panique, il envoie des longs ballons devant. Donc je le trouve moins impressionnant à la relance quand il a commencé, quand il a fait ses premiers matchs chez nous. Je le trouve un peu plus hésitant, un peu plus, il a un peu plus de mal dans la construction du jeu. Après, je pense que le fait que par rapport aux mots qu'Odegaard lui a dit quand il a marqué, je pense que ça l'a complètement réveillé. Comme il l'a dit après le match, il a dit en déclat que
ce but de regard et c'est les mots qu'il lui a dit juste après, ça l'a complètement transformé. Donc peut-être que ce but vainqueur, ça va le réveiller, ça va lui donner une nouvelle dynamique et en espérant que ce genre de boulettes se reproduise plus. Mais moi j'ai toujours confiance en notre défense. Je pense qu'on est sur la bonne voie quand même. Waterté pose la question sur la table. J'aimerais voir une fois la charnière Saliba-White quand Tomiyasu sera revenu à droite. Alors Mathieu, t'as envie ? Oui et non. Effectivement, ça pourrait paraître logique quand on parle de Gabriel qui est un peu en dessous. Après, connaissant Arteta, avec ces deux joueurs-là, White et... Je pense que le problème se place plus sur White et Saliba, dans le sens où ils jouent tous les deux du même côté, du même poste. Et je crois qu'Arteta tient vraiment à avoir les défenseurs droits à droite et les défenseurs gauche à gauche, donc je pense pas qu'on le voit de sitôt, sauf si on n'a pas le choix évidemment, parce qu'on va quand même pas sortir un holding du chapeau. Mais justement, c'est ce que dit Butters dans le chat. Gabriel n'a pas de vraie concurrence à son poste aussi. C'est un peu le problème effectivement, ouais, parce que je crois pas une seconde à une charnière Saliba White. On n'est pas dans un FIFA non plus où on met juste les meilleurs sur le papier. Surtout que White fait quand même un beau boulot à l'arrière droit. Alors il relègue un peu Tomiyasu, mais je pense qu'il est pas non plus à 100% de ses moyens physiques. Donc non, moi j'y crois pas une seconde, mais je pense que Gabriel va pouvoir revenir, et comme disait Corentin, peut-être que ce match plein de rebondissements pour lui, parce que dans un sens ça a quand même été surtout lui l'homme du match si on parle des événements. Ouais. Ça peut lui faire du bien effectivement au moral et du coup aux performances. C'est vrai que ça fera partie, on va dire, des chantiers. Pour l'instant, a priori, pas de chamboulement, mais c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, notamment et des matchs tous les 3 jours, on pourrait peut-être voir Arteta faire des combinaisons un petit peu différentes sur cette rencontre. A priori, alors je dis bien a priori, Partey et Zinchenko devraient être revenus pour mercredi. On va parler dans quelques instants du match face à Villa, mais revenons d'abord pour terminer sur ce match face à Fulham. Il y a aussi eu Fabio Vieira qui était sur le banc et qui n'est pas encore rentré. Donc là aussi, c'est vrai que quand on voit le banc, avec notamment aussi Smith Rowe qui n'est pas rentré, on se dit que là aussi, ça peut être peut-être un vrai atout par rapport à l'année dernière, d'avoir plus de profondeur justement et des vrais joueurs quand ils rentrent. On l'a vu notamment avec Nketiah pour faire des différences. Corentin. Ouais, après je pense que on s'est un petit peu énervé quand même sur le fait que Arteta fasse pas rentrer Smith Rowe plus tôt. Alors est-ce qu'il a eu raison ou pas, ça on saura jamais, mais je pense que Arteta a encore une marge de progression à faire là-dessus sur le temps de jeu des joueurs. Hier, samedi, il faut rappeler que Nketiah est rentré à une demi-heure de la fin, mais sinon, Tomiyasu remplace Jesus à la 89e et Holding remplace Odegaard à la 95e, sachant qu'il a le droit de faire 5 changements. Ouais. Donc c'était quand même très risqué. Après, je pense que c'est un coach qui aime pas perturber l'équilibre de son équipe, même si on passe quand Nketiah rentre, on passe en 3-5-2, donc il y a eu quand même un changement tactique au cours du match. Mais il y a quand même ce problème de pas donner de minutes, des minutes suffisantes, conséquentes, au moins 15-20 minutes pour un remplaçant comme Smith Rowe ou comme Fabio Vieira. Ça nous permettrait justement de voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter, qu'est-ce qu'ils ont à montrer. Donc là-dessus, on reste toujours sur notre fin par rapport au management d'Arteta. Alors, Arsenal Skills dans le chat dit clairement notre banc est meilleur que la saison dernière. On galérait à composer un banc en fin de saison. Mathieu, peut-être rapidement aussi, on va l'évoquer pour terminer sur ce match. C'est l'association Xhaka El-Neni. C'est un peu retour vers le futur, du coup, une association qu'on a vue souvent en fin de saison dernière. Ça a, on va dire, tenu la route, même si on sent que c'est pas non plus notre meilleure association possible au milieu de terrain, quoi. Non, après ça correspond au profil d'Elneny, je veux dire, on le connaît tous, c'est un soldat, il a fait le match qu'on lui a demandé de faire, et il a jamais été flamboyant, mais il fait les interceptions qui vont bien, il est présent, et on ne demande pas plus, parce qu'il a pas la palette d'un Partey. Mais j'ai pas été choqué par le match d'Elneny, pour moi il est vraiment dans son registre. Par contre, ce que ça veut aussi dire, c'est qu'en l'absence de Partey, c'est Elneny le suivant, et pas un Sambi par exemple, qui est là depuis un an, et donc qui apparemment n'est pas vraiment dans les plans du coach. Alors on l'a vu l'an dernier qui était encore un peu fébrile. Ça veut aussi dire qu'un Fabio Vieira par exemple est vraiment considéré comme un attaquant et pas comme un milieu relayeur ou
ou central. Donc effectivement, ça fait un peu juste, surtout qu'on connaît l'état physique de Partey depuis qu'il est arrivé chez nous, c'est-à-dire que c'est quand même pas ouf. Donc ouais, c'est un petit peu inquiétant. Après, avec Xhaka qui joue quand même pas loin de son meilleur football depuis qu'il est arrivé chez nous, c'est quand même le milieu tient quand même mieux. Mais effectivement, face à des gros d'Angleterre, alors je vais pas parler de dimanche parce que c'est pas le cas, mais face à des gros d'Angleterre, ça risque d'être un petit peu léger. Voilà, prise de risque, on va ressortir le clip dimanche soir. Justement, vous l'avez compris, l'enchaînement donc qui nous attend, les matchs tous les 3 jours et donc potentiellement des changements. C'est vrai qu'il y a Watt RT qui nous dit aussi il faut rapidement impliquer Smith Rowe car Martinelli n'a pas forcément fait un gros match, beaucoup de mauvais choix et d'actions brouillonnes. Et puis il y a Defredo aussi qui nous dit Saka, il lui faut un vrai concurrent, pas un jeune. On parlera de ça, notamment dans la fin de l'émission avec le départ de Nicolas Pepe. Messieurs, on ferme cette page sur Fulham. Arsenal, et je me permets de le dire puisque c'est la première fois depuis que je suis arrivé à Arsenal French Club que je peux le dire. Arsenal est leader de la première ligue avec 4 victoires en 4 matchs, 12 points sur 12 et donc une possibilité d'enchaîner, pourquoi pas de faire 15 sur 15 puisque sur le papier c'est une rencontre à domicile face à Aston Villa qui nous attend mercredi soir. Donc potentiellement on va dire une possibilité de faire le 15 sur 15 même si ce ne sera pas facile. Après la prestation de Fulham, Corentin, je vais commencer par toi. Est-ce que quand même tu es plutôt confiant pour le match de mercredi ? Bah oui, surtout que Aston Villa est pas très en forme sur ce début de saison. Ils ont gagné qu'un match face à Everton, 2-1. Après ces 3 défaites, Crystal Palace, ils ont perdu contre Bournemouth première journée. Et contre West Ham, donc moi je pense que c'est vraiment la victoire impérative de la semaine. On doit vraiment gagner ce match. Après ça va être intéressant de voir du coup le premier enchaînement de 3 jours, on va dire, après un match. Là on va voir comment les organismes se comportent, est-ce que les mecs sont prêts physiquement. Je pense qu'ils nous attendront quand même au duel. Il va falloir être solide là-dessus. Moi, je pense que ça va beaucoup se ressembler au match de Fulham. Après, voilà, je pense qu'on sera en place. Après, à voir, voilà, au niveau physique, comment on se comporte. Il y a Anzai dans le chat qui me dit certains veulent qu'on fasse tourner contre Villa au vu du match contre United. Qu'en pensez-vous ? Et je te pose la question, Mathieu, qu'en penses-tu ? Ouais, ça paraît très logique, effectivement. Après, on connaît Arteta, il est plutôt du genre à un peu cramer ses joueurs, on l'a vu en fin de saison dernière. Mais effectivement, pour moi, un match comme Aston Villa, parce que c'est une équipe qui est vraiment, qui a pas du tout de rythme, qui est vraiment pas très bonne en ce début de saison, on va pas se le cacher. Et pour moi, il faut déjà, comme tu disais, prendre les 3 points, ça me paraît impératif. Qui plus est à l'Emirates, qui ressemble de plus en plus à une forteresse. Mais non seulement il faut gagner, et ce serait bien effectivement de voir quelques visages, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce qu'en remplaçant, mais au moins avec des vraies minutes, pas des 5 minutes en fin de match. Mais c'est un match pour moi qui doit passer très très facilement et qui doit nous mettre le plus possible en confiance pour le gros match de dimanche. Dans cette équipe d'Aston Villa, il y a quand même des noms qui sont connus, notamment Philippe Coutinho, qui avait quand même été plutôt très bon la saison dernière. Il y a aussi évidemment Boubacar Kamara, le Marseillais, qui joue et qui joue plutôt bien d'ailleurs en 6, côté de Douglas Luiz. Et puis donc la blessure, rappelons-le, du Nantais Diego Carlos, de l'ancien Nantais Diego Carlos. Ce qui fait qu'on a vu notamment Callum Chambers dans l'axe le week-end dernier face à West Ham, puisque Tyrone Mings était absent. Lucas Digne, latéral gauche. Bon, voilà, c'est une équipe où, souvenez-vous d'ailleurs, l'année dernière, Arsenal avait fait plutôt un bon match à l'Emirates, s'était imposé, il me semble que c'était en décembre. C'était sur la première partie de saison, et puis il y a eu cette victoire, souvenez-vous aussi, 1-0 à Villa Park, qui avait pour le coup été arraché avec les tripes. Où Leno fait un gros arrêt sur la fin. On voit notamment dans le chat, c'est alors pas faire tourner forcément, mais voir notamment sur le terrain Smith Rowe, Vieira et Nketiah. C'est vrai que ça peut être voilà, un moyen de faire tourner en alignant une équipe très compétitive. Enfin, tout faire tourner, encore une fois, c'est relatif, mais on a du mal à croire que les mêmes joueurs et le même 11 puissent enchaîner en permanence. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que c'est vrai qu'on a tellement peu fait tourner l'équipe la saison dernière que je me demande comment Arteta va se comporter justement sur un match comme ça de milieu de semaine où il sait qu'il va devoir amener un groupe qui va être amené à répéter les échéances.
notamment en octobre, je crois qu'on a 9 ou 10 matchs, je crois. Donc il faut aussi préparer ce mois-là qui va être décisif. Donc moi je m'attends pas forcément à des changements sur ce match-là. Je pense qu'il va essayer à tout prix de garder la formule gagnante tant qu'il l'a sous le coude. Donc avec les mêmes joueurs. Je pense que je pense qu'il va aussi habituer les joueurs à répéter les efforts. Bien sûr. C'est pas non plus en faisant le turnover dès le premier match que ça va forcément aider les joueurs à ensuite enchaîner tous les 3 jours en hiver. Donc moi je m'attends plutôt à la même compo que ce week-end. Il y a un bloc de 6 matchs jusqu'au 18 septembre pour les joueurs d'Arteta, avec donc 2 matchs de Ligue Europa et 4 matchs de championnat, avant une trêve. Faut rappeler quand même que ça va être très intense en octobre, mais il y a une trêve internationale fin septembre, donc on peut se dire finalement, Mathieu, on peut être à bloc finalement jusqu'à cette petite trêve, on pourra faire le point, et notamment avec le match de United qui arrive, je suppose qu'Arteta voudra aussi peut-être garder du rythme. Oui, évidemment. Pour moi, cette semaine, on va avoir les 2 mêmes compos mercredi et dimanche. Ça va être les mêmes 11. Après, malheureusement, cette trêve, elle a bon dos, mais les joueurs sont pas en pause non plus pour autant. On a quand même un paquet d'internationaux qui vont aller faire des voyages à l'autre bout du monde pour certains. Donc, ça va pas faire beaucoup de bien à l'équipe. Je pense à nos Brésiliens qui vont probablement au moins 2 d'entre eux y aller à coup sûr. Ça va être compliqué. Et puis après, effectivement, avec cette Coupe du Monde qui arrive au milieu de la saison, c'est une saison très très particulière. Là, c'est la même chose pour tout le monde, c'est l'avantage. Mais on va jouer énormément de matchs. Et là, pour le coup, la gestion d'Arteta qui est de dire on garde les mêmes tant que ça marche, pour moi, va pas tenir. Il va falloir qu'il s'en rende compte et qu'il fasse ce qu'il faut avant que ce soit trop tard. Parce que là, on est sur un très beau début de saison. Ce serait dommage de le gâcher. C'est vrai qu'en plus, on l'a vu sur la saison dernière et même la saison d'avant, que sur la fin d'année, on a eu quand même des blessures. Plus ou moins, il y a des blessures de fatigue. Donc c'est vrai que ça va quand même. Arteta va peut-être être attendu au tournant là-dessus, sachant qu'il y aura des vraies ambitions en Ligue Europa. On va en parler juste après, juste pour rebondir sur le chat. Watt RT nous dit la trêve, les mecs vont pas se reposer, ils vont partir à droite à gauche. Et Butters dit trêve internationale, vu qu'on a plein d'internationaux maintenant. C'est vrai que maintenant les joueurs, on les a en sélection, ils partent en sélection. On va donc évoquer le tirage au sort de la Ligue Europa, qui a eu lieu vendredi, puisque rappelez-vous quand même que la saison dernière, les Gunners n'ont pas participé à la Coupe d'Europe et que ça nous avait quand même un peu manqué. Et donc on retrouve cette Ligue Europa qu'on connaît maintenant, qu'on côtoie depuis la saison 2017-2018. Ça va être la 5e participation d'Arsenal à la Ligue Europa depuis que les Gunners sont plus en Ligue des Champions. Malgré tout, alors on va d'abord commencer à évoquer le groupe, et après éventuellement on parlera des ambitions du club dans la compétition. Il y aura Zurich. Il y aura donc Zurich, l'équipe la plus faible a priori sur le papier. Il y aura Bodo Glimt, le club norvégien, qui sera le club le plus au nord. Bodo Glimt, que vous avez peut-être suivi l'année dernière en Ligue Europa Conférence. Et puis le PSV Eindhoven, un bon morceau quand même là, dans le chapeau 2 dans ce groupe donc de Ligue Europa. Souvenez-vous, lors de la dernière participation des Gunners dans la compétition en 2020-2021, la poule c'était Rapid Vienne, Dundee, un club irlandais, et Molde, un club norvégien, je crois, ou Malmö. C'était quand même pas du même acabit, là, messieurs, un groupe pas si facile. Le PSV, notamment, va falloir se les farcir quand même, Corentin. Oui, après, je pense que PSV, c'est pas un adversaire à prendre à la légère, c'est sûr. Il y a de très bons joueurs, la barrière est très technique. On se souvient du prêt de Resnesson qui avait été concluant là-bas. C'est pays Nord, je crois. Ah, c'est fait un ordre, voilà. Ah, c'est là tu piégeux. Oui, non, mais sinon, c'est une équipe. Qui a sorti Monaco, notamment. Ouais. C'est une équipe qui a du talent, donc il ne faudra pas les prendre à la légère. Mais après, pour les 2 autres, je pense que ça va être les autres équipes, je pense que ce sera une promenade de santé. Et comme le dit Anzai sur le chat, je vois qu'il dit je pense que ce sera l'occasion de voir des Lokonga, Vira, ESR, donc bonne nouvelle. C'est vrai que je pense que pour moi, c'est ce moment-là où on doit faire tourner contre Zurich et contre Bodo Glimt. Je pense que ce sera d'excellentes occasions pour voir ESR, Lokonga, Vira, les voir à l'œuvre et voir comment sur un match un bon 60-75 minutes, voir comment ils se comportent. Moi, je vous avoue que personnellement, malgré tout, depuis qu'on participe à cette Ligue Europa, je me suis quand même pris un peu d'affection pour cette compétition, notamment pour les poules.
Non, mais parce que en poule, on voit des choses qu'on ne voit pas sur les autres matchs de championnat, parce que vous avez la possibilité vraiment de faire tourner. C'est en poule de Ligue Europa qu'on a vu pour la première fois Balogun marquer un but. On a vu Aziz jouer également en poule de Ligue Europa, souvenez-vous. Martinelli, lors de sa première saison, a explosé en phase de groupe. Donc, ça va être notamment, et je pense notamment à Marquinhos, vraiment peut-être pour ces joueurs-là, l'opportunité de percer un peu, Mathieu. Oui, complètement. La poule de Ligue Europa sert à ça et ça va être là pour le coup. On parlait de la gestion Arteta, ça va être évidemment le cas. On verra peut-être même des Turner, des joueurs comme ça qui n'ont pas encore une minute sous notre maillot. Pour moi, il y a une bonne nouvelle quand même dans cette poule, c'est que bon, à l'exception du voyage dans le fin fond du nord de la Norvège, c'est des clubs qui sont proches géographiquement et c'est quand même un sacré avantage parce que dans une saison où on va jouer tous les 3 jours pendant 3 mois, ne pas se taper l'aller-retour en Ouzbékistan ou en Turquie, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que je me souviens je ne sais plus quelle année on était allé jouer très très loin dans l'est de l'Europe. Ça se sent sur le match suivant, même si le match est 3-4 jours après. Donc là, à l'exception du voyage à Bodo, finalement, on va que à 1 heure et demie d'avion de Londres, sans compter et les matchs à domicile évidemment. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle. Et effectivement, on doit se qualifier, on va se qualifier, j'en doute pas une seconde. Mais le PSV va être vraiment pas prendre à la légère. Ils auraient peut-être dû se qualifier en Ligue des Champions cette année. Donc ça dit beaucoup sur leur niveau. Et c'est une équipe surtout avec Van Nistelrooy cette année qui marche très bien, qui joue très bien. Donc ça va être un sacré match, ce match aller-retour contre PSV. Ça va être sympa de voir Van Nistelrooy retrouver Arsenal. et alors pour vous rappeler justement le programme, ça va commencer donc un déplacement à Zurich. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des fans du côté de la frontière suisse, il y a peut-être un déplacement sympa à faire. Ce sera jeudi 8 septembre à 18h45, la semaine suivante le 15 septembre à 21h Arsenal PSV. Ensuite, il y a la trêve internationale et puis ça va enchaîner. Donc le 6 octobre, Arsenal Bodo Glimt à 21h. Le 13 octobre, Bodo Glimt Arsenal à 18h45. Sachant qu'entre ces deux matchs face à Bodo Glimt, il y aura Liverpool. Ensuite, il y aura le 27 octobre, PSV Arsenal. Et le 3 novembre, Arsenal Zurich. Voilà donc pour le programme et ces 6 rencontres. Pour évoquer globalement, messieurs, c'est les ambitions. Mathieu, on espère qu'on va revenir en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc j'ai envie de dire, pour boucler la boucle, après toutes ces participations en Ligue Europa, il faut la gagner maintenant. Évidemment, après c'est ce qu'on dit tous les ans et c'est pas encore arrivé malgré plusieurs essais infructueux et douloureux pour certains. Évidemment qu'il faut aller la gagner. C'est une compétition qui est à notre portée et qui doit être remportée. On vise la Ligue des Champions, c'est un secret pour personne. On doit l'obtenir, à mon sens, on doit l'obtenir des deux façons. On doit l'obtenir dans le championnat, donc avec la 4e place minimum, et avec cette Ligue Europa où quand même, depuis le temps qu'on y est, ça serait une bonne façon de revenir en Ligue des Champions, de dire voilà, l'échelon inférieur, c'est bon, on a fait. Mais non, c'est absolument nécessaire et il faut y croire jusqu'au bout. Et on a déjà fait des jolis parcours en Europe, mais je crois beaucoup à cette équipe cette année. Alors évidemment, le début de saison aide à y croire, mais je me sens mieux armé que d'autres années où on a quand même fait des demi-finales ou des finales, notamment en 2018. On n'avait quand même pas le même effectif et pourtant on était déjà allé en finale, donc on y croit. Ouais. 4 éditions, 4 participations dans l'histoire récente. Il y a eu donc la demi-finale en 2018, demi-finale également en 2021. D'ailleurs, 2 éliminations assez douloureuses, je dirais. Et la finale, évidemment, en 2019 face à Chelsea, qui s'était pas bien passée. Et j'ajouterais cette défaite face à l'Olympiakos en 2020. Voilà. Donc on se souvient tous. C'était le Covid, on va pas en parler. C'est bon. Voilà. Non, mais c'est dit comme ça. La concurrence, alors évidemment, ce sera notamment les équipes reversées de Ligue des Champions, mais voilà, c'est Rome, c'est Manchester United, c'est Lazio. Enfin, je veux dire, sur le papier, aucune équipe qui n'est vraiment supérieure à Arsenal. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant. Je rappelle aussi rapidement, c'est la nouveauté par rapport aux fois où Arsenal participait à la compétition avant, qu'il faut être premier du groupe. Comme ça, tu es directement qualifié en 8e de finale. Si tu es 2e du groupe, tu vas te retrouver à jouer un 3e de Ligue des Champions dans un 16e de finale, une sorte de barrage. Donc c'est pour ça aussi quand même que faut éviter de terminer 2e. Juste pour revenir sur ça, Corentin, quand on voit les équipes sur la liste de départ, on peut dire voilà, Arsenal n'a rien à envier à personne. Oh ben non, je pense que ça peut être un objectif de saison aussi de remporter cette Europa League. Je pense qu'on a échoué contre Chelsea en 2019 parce que
On est complètement passé à travers cette finale et je pense qu'on n'avait pas les ressources mentales à cette époque-là de les renverser. Et techniques aussi d'ailleurs. Là, je pense que c'est totalement différent. On a une équipe qui est complètement révolutionnée par rapport à l'ère de Unai Emery. Donc, je pense qu'il y a largement moyen de faire mieux, notamment, je pense que l'élimination face à Villarreal il y a 2 ans, où là aussi, on n'a pas la même équipe. Et Pardon. On peut faire beaucoup mieux et oui, c'est sûr que si Villarreal l'a gagné, je vois pas pourquoi nous on la gagnerait pas. Donc l'année dernière. Comment ? Et Francfort l'année dernière. Et Francfort l'année dernière, c'est vrai. Oui, non, on a largement les moyens de remporter cette coupe, cette Europa League. Il n'y a pas de débat possible. Mathieu, ce qui pourrait être aussi un avantage, on va terminer là-dessus, on va dire un petit avantage au niveau du championnat, c'est que les concurrents que sont City, Chelsea, Liverpool et Tottenham vont jouer la Ligue des Champions et on va dire entre guillemets auront des matchs un peu plus durs la semaine. Quand nous on aura la possibilité de faire un peu tourner, ça peut, on va dire, sur cette première partie de saison être un petit avantage. Évidemment, comme tu disais tout à l'heure, on joue Liverpool entre 2 matchs de Ligue Europa et les 2 matchs sont contre Bodo Glimt. Donc n'importe quel joueur de FM en herbe ou coach professionnel sera d'accord pour dire qu'il faut en profiter pour lâcher un peu ces matchs-là et se concentrer sur le match du week-end pendant que l'adversaire aura joué sa poule de Ligue des Champions, par exemple dans le cas de Liverpool à Naples ou à l'Ajax, quoi. Donc évidemment, on a un gros avantage là-dessus. Et non seulement, et en plus, ça va nous permettre de prendre de la confiance et de faire jouer des joueurs, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer en équipe première. Donc pour moi, ça peut être que bénéfique. Et comme tu disais, on va voir des joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des jeunes ou des remplaçants. Et ça va être très très bien. Ouais, je suis assez confiant sur cette phase de poule. Ouais. Albin dans le chat qu'on salue, qui a l'habitude d'animer AFM, nous dit, tu te souviens Antoine, on avait commenté ce match face à Villarreal, c'est vrai qu'on avait commenté ces matchs-là, c'est pour ça que c'était un souvenir horrible avec la victoire contre Slavia aussi, et puis le fameux Martinelli, bref, on vous invite à aller voir dans les replays. C'était pas le maillot qu'on avait vu sur là. Hein. Voilà, évidemment. On espère en tout cas refaire des commentaires comme ça sur des matchs couperés. Voilà donc pour la Ligue Europa. On va donc clore cette émission. Il nous reste encore quand même pas mal de temps. Par contre, on va prendre le temps justement de parler des transferts. Je vois que ça a été un petit peu évoqué dans le chat. Parler du mercato. On va d'abord ouvrir une page assez large consacrée à Nicolas Pepe. Le départ de l'Ivoirien pour Nice en prêt avec une option d'achat. Ça veut aussi dire que voilà, on va dire Nicolas Pepe à Arsenal, c'est fini. Hein, on va dire Arteta ne compte plus sur lui. Lui qui était arrivé en 2019, souvenez-vous, il y a 3 ans donc, pour 80 millions d'euros au LOSC. C'est assez difficile, on va dire, de résumer en quelques mots ce qu'on a pu penser du passage de Nicolas Pepe à Arsenal. Mais Corentin, je te pose la question, si je te dis Nicolas Pepe, à quoi tu penses ? Alors déjà, je voulais juste dire, contractuellement, c'est pas officiellement la fin, puisqu'il n'y a pas d'option d'achat sur son prêt. Pardon. Donc contractuellement, c'est pas encore la fin, il reviendra là l'été prochain. Mais après, c'est sûr qu'il est complètement exclu depuis le début des plans d'Arteta depuis cet été, donc je pense que c'est pas une surprise de pouvoir partir en prêt. Après, quand on me dit Nicolas Pepe, à quoi je pense sans compter, je pense, l'aspect financier de son transfert, parce qu'au final, on l'a énormément rattaché à ce prix-là, qui est de 80 millions d'euros et qu'il a suivi jusqu'à présent. Donc il a été tout le temps comparé à ce montant-là, qu'il a au final énormément desservi. Et je pense qu'on s'attendait à forcément pour ce montant-là à des performances extraordinaires. Alors j'ai pas les stats exactes, mais au final statistiquement, Nicolas Pepe Arsenal c'est pas moche. Il a marqué des buts, il a marqué quelques buts importants. Après moi ce que je retiens c'est surtout ce que je retiens en négatif, on va dire, c'est son attitude un peu désinvolte, un peu nonchalante. Dans certains matchs où il rentre et tu sens que il n'a pas envie, ou il tricote un peu trop le ballon, il lâche pas la balle. Et c'est vraiment des attitudes-là qui m'ont beaucoup énervé sur certains matchs. Où il jouait pas du tout collectif et il faisait toujours le dribble de trop. Alors aussi, je pense aussi qu'on n'avait pas l'équipe et le système de jeu que voulait mettre en place Arteta n'était pas aussi adapté à son profil.
où Lille il jouait limite en tant que neuf ou deuxième attaquant, ou cette saison où il explose et il marque énormément de buts en contre-attaque. Donc c'est un style de jeu qui est complètement différent du nôtre et moi je pense qu'il avait je pense il a surtout eu beaucoup de mal à s'adapter à notre jeu et c'est surtout j'en veux plus à la direction plutôt qu'aux joueurs où ça a été surtout une mauvaise pioche dès le début, je crois. Alors statistiquement, tu en parlais, Nicolas Pepe, c'est 27 buts et 22 passes D, toutes compétitions confondues, pour un total d'une centaine de matchs en 3 saisons, donc, dont une saison quand même... C'est pas honteux. Non, et puis une saison quand même 2020-2021 qui boucle à 47 matchs quand même. Donc c'était quand même un joueur qui a joué beaucoup, notamment c'est vrai en Ligue Europa. Il faut pas oublier que sur la saison 2020-2021, c'est le joueur qui est le plus décisif, statistiquement parlant. Statistiquement, c'est vrai, c'était honorable ce qu'il a fait. Maintenant, on a toujours eu l'impression, alors à part sa première saison où voilà, on a peut-être, voilà, entre guillemets, on lui a laissé le temps de s'adapter à la première ligue. Il a aussi, et c'est écrit dans le chat par Tchéco, faut dire qu'il a connu 3 entraîneurs. Enfin, oui, si on compte Ljungberg. Donc c'est vrai que c'était pas évident. On rappelle quand même qu'à la base, Mathieu, Nicolas Pepe, c'est aussi un joueur qui n'était pas voulu par Unai Emery, mais par la direction. Unai Emery lui préférait Wilfried Zaha, et le club justement lui a fait le choix de miser sur Nicolas Pepe. On a toujours un petit peu senti finalement que c'était un peu je t'aime moi non plus avec Arsenal finalement. Tout à fait, ouais. Comme l'a très bien dit Corentin, c'est au-delà du joueur et il a ses torts aussi, mais c'est une vraie erreur de pioche de la part de la direction d'Arsenal et du recrutement d'Arsenal à l'époque. Et c'est quelque chose qu'ils auraient dû voir et qu'ils ont voulu faire quoi qu'il arrive. Et malheureusement, sur un joueur comme ça qui a 24 ans, qui sort de 2 saisons pleines au LOSC, qui arrive bourré de confiance et qui finit finalement 3 ans plus tard se sortir par la toute petite porte finalement. Alors que, comme vous l'avez très bien dit, il a quand même des statistiques plus qu'honorables. C'est un vrai. En fait, je pense que c'est une vraie erreur à tous les niveaux. Le club a pas su s'en servir. Le club aurait probablement jamais dû le recruter parce que je pense qu'il a quand même ce problème d'attitude et ce problème de compatibilité avec l'intelligence tactique, on va dire, d'Arteta. Enfin, en tout cas, ce que tactiquement Arteta veut mettre en place. Je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus solo et beaucoup plus créatif dans sa bulle. On se souvient de les saisons qui l'ont fait connaître à Lille. Ils jouaient quand même avec littéralement avec 2 copains et ils étaient injouables quand ils étaient là tous les 3 avec Bamba et Ikoné. Donc c'est plus un joueur de moment que d'équipe. Et c'est vraiment très triste parce que moi j'avais beaucoup d'espoir quand je l'ai vu arriver, quand je me souviens de l'annonce de son transfert. Je me suis dit oh là là, enfin on signe un top joueur, on met les thunes dessus. Alors effectivement il y a, comme l'a très bien dit Corentin encore une fois, il y a ce poids du transfert qui est pareil pour tout le monde. Chaque joueur qui est transféré pour un record de club se retrouve avec cette étiquette là à vie. Sauf si il finit par gagner 3 ballons d'or, mais l'étiquette sera toujours là, ouais. C'est un peu comme Maguire dans une autre dimension, mais à Manchester, parce qu'au final, c'est surtout aussi ce qui lui est beaucoup reproché, c'est son montant. Ces 3 saisons donc ont été malheureusement décrescendo, j'ai envie de dire. Il est arrivé où il était très vite titulaire sur l'aile droite. On se souvient de ses premiers matchs. C'était un petit peu comme, je me souviens notamment, je pense à Pepe, je pense à Ceballos, qui fait des premiers matchs monstrueux. Il avait fait des premiers matchs Pepe qui étaient quand même assez intéressants techniquement. Et puis malheureusement, voilà, on a senti notamment dans l'aspect défensif, il a manqué une petite étincelle, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire, Corentin, finalement, que c'était un joueur, son style de jeu n'était peut-être pas forcément très adapté à la première ligue? La première ligue, je pense pas, puisque il y a un joueur comme Saint-Maximin, par exemple, où son style de jeu se rapproche beaucoup de celui de Nicolas Pepe. Et il a réussi dans une équipe comme Newcastle où en fait c'était un peu un one-team player, où Saint-Maximin à Newcastle pendant un moment, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que toute l'animation offensive repose sur un seul joueur. Et je pense que Pepe, il aurait été bien dans une équipe comme ça où en fait c'est le leader d'attaque et tout repose sur lui et le jeu entier repose sur ses exploits individuels là. Après, je pense qu'il aurait pu percer dans une équipe pas comme West Ham ou Crystal Palace par exemple, où là je pense qu'il aurait pu avoir des statistiques et un poids bien plus important que Arsenal. Après là on va voir son retour en Ligue 1, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est un joueur qui a quand même au final 27 ans je crois.
qui est quand même un joueur confirmé, donc il a plus... faut maintenant qu'il prouve qu'il peut marquer encore et qu'il peut être pesant dans un système offensif. Joe Beck nous dit qu'il a aussi subi l'explosion de Saka, qu'il l'a littéralement mis sur le banc. C'était le cas la saison dernière, parce que même si au final la saison dernière, Pepe, quand même une vingtaine de matchs, c'était quand même beaucoup des entrées en jeu. Et c'est vrai que il y a aussi un petit peu ce côté nonchalant, malheureusement. Alors c'est l'image aussi qu'on a de lui, parce que c'est pas forcément le joueur qui, je pense qu'il est un peu timide aussi, et on le voit notamment dans la série sur Amazon. On a l'impression un petit peu qu'il est renfermé. Ça devait pas être évident non plus pour lui à gérer quand t'as Saka qui est un joueur de l'académie et que tout le monde adore, qui en plus vient lui prendre sa place. Ouais, Mathieu. alors je suis d'accord sans l'être dans le sens où effectivement c'est dur de s'acclimater dans un club comme ça quand on vient d'un autre pays, qu'on vient d'une autre ligue. Mais justement pour un joueur comme ça qui a du culot, parce que c'est un joueur quand on est un joueur technique comme ça, il faut oser, il faut avoir du culot, ça fait partie du tempérament. Se dire je me fais mettre sur le banc par un gamin de 19 ans, peut-être même 18 à l'époque d'ailleurs, ça devrait le piquer au vif, ça devrait le piquer dans son orgueil. Et j'ai l'impression qu'il a un peu abandonné à partir de ce moment-là en se disant bon bah ok, je me retrouve sur le banc, bon bah finalement la situation est peut-être pas si grave. Et l'un des problèmes, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est pas que de sa faute, mais un de ces problèmes-là, je pense qu'il s'est contenté aussi d'une situation qui était pas bonne pour lui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il en est là où il est. Pour moi, il a pas le mental d'évoluer dans des grands clubs et de devenir un très grand joueur parce qu'il a cette espèce de barrière mentale qui lui fait qui lui fait, alors, je vais pas dire abandonner, c'est un peu violent, mais qui lui fait lâcher le morceau alors qu'il pourrait. Et, enfin, on l'a vu on l'a vu dans les stats, on l'a vu. Je me souviens de ces 2 coups francs contre Guimaraes. C'est un joueur qui a un talent incroyable. C'est un super joueur. Et c'est ça qui plus est le plus énervant, c'est que c'est pas une chips au football. Le mec sait jouer au foot, il a un niveau de foot incroyable. Donc c'est là-dessus sur lequel je suis très triste avec ce joueur-là, c'est qu'effectivement il aurait pu être un joueur incroyable et finalement bah il a été que par intermittence. Et malgré tout, bon, on aurait peut-être pu compter sur lui dans la rotation, parce que ça reste quand même un joueur intéressant qui ça reste un joueur qui peut être intéressant quand il rentre. On l'a vu face à Wolverhampton, parce qu'il nous a débloqué un match. Mais par contre, moi, quand je pense à Nicolas Pepe, je pense à toutes ses entrées en jeu, notamment quand on était mené au score, où quand même la plupart du temps, on pensait qu'il allait apporter quelque chose, mais je trouvais qu'il avait... il apportait pas justement cette espèce de dynamique à l'équipe pour revenir au score, Corentin. Ouais, je m'en souviens du dernier match. C'est pas du dernier. Peut-être, mais je me souviens celui de Leeds aussi, où il peut partir seul face au but, et au lieu de repiquer sur son pied gauche, il se remet sur son pied droit, et le défenseur arrive et lui prend la balle. C'était fini à ce moment-là. On avait failli se faire égaliser 2-2 sur ce match-là, et moi ça m'avait rendu fou. Et il y a plein de situations comme ça où on se dit mais pourquoi tu fais ça quoi. Et c'était surtout dans l'attitude, on avait l'impression que tout lui passait au-dessus de la tête quoi, qu'il s'en foutait un peu de ce qui arrivait à l'équipe. Et je pense que c'est surtout ça qui a énervé le plus les supporters. Bon, c'est vrai que c'est assez frustrant malheureusement, mais ça a aussi finalement été un recrutement qui nous a donné un peu une leçon. C'est de faire des all-in comme ça à 80 millions d'euros. C'est ce qu'on ne voit plus et en même temps ce qu'on n'a plus trop envie de voir parce que c'est beaucoup trop risqué. On l'a vu en l'occurrence là, le fait que ça ne fonctionne pas, surtout quand à l'époque l'équipe était en pleine reconstruction, Mathieu. Complètement, ouais, c'est là pour le coup, c'est là où le club a bien su apprendre de ses erreurs, c'est que c'est la dernière fois qu'on a signé un joueur aussi cher, c'est toujours le record du club, mais ils ont su se dire, ok, c'est pas en enfilant encore 80 millions sur un autre bonhomme qu'on va aller mieux, je pense. Encore une fois à Manchester, on va penser que j'ai un agenda contre eux, mais c'est un peu la méthode de fonctionnement de certains gros clubs, de se dire plus on aligne de l'argent, plus on va gagner de matchs, et on voit bien que c'est pas le cas. Moi j'ai l'exemple notamment de Lisandro Martinez qui était pour venir à Arsenal au début du mercato, et où Arsenal a fini par dire ah bah désolé, vous demandez 60 millions, c'est trop. Nous on a décidé que c'était trop, c'est trop, et finalement il est parti ailleurs. On s'est rabattu sur une autre cible, et encore rabattu c'est très insultant parce qu'on a quand même capturé un Zinchenko sauvage. Donc et c'est là où le club a été intelligent de dire je jouerai pas à votre petit jeu.
et je prends une autre cible qui est tout aussi bien parce que moi j'ai ma liste de cibles qui est prête. Et là-dessus, le club, et mais on l'a vu encore cette année, on va basculer sur le mercato en parlant de ça, mais le club est de plus en plus intelligent sur ses achats et sait qu'il ne faut pas dépenser trop d'argent de manière irréfléchie. Je dis pas qu'ils vont pas dépenser 80 millions l'année prochaine ou dans 2 ans, mais s'ils font ça dans un avenir proche, c'est qu'il y aura une vraie bonne raison derrière. Bah, aujourd'hui, c'est vrai, pour conclure et pour comparer avec d'autres clubs, mais aujourd'hui, faire ce qui a été fait, notamment 100 millions sur Lukaku, 100 millions sur Grealish, le club, déjà, peut-être n'a pas forcément les moyens, parce que justement, il y a besoin de renforcer plutôt à des postes différents, et surtout, la prise de risque est énorme, et c'est vrai que même moi, personnellement, d'un point de vue, ouais, de mon avis, c'est vrai que ce genre de décision, de faire des all-in comme ça, même pour le joueur, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Euh, on a 10 minutes pour parler des transferts, c'est vrai. Je rappelle encore une fois, jeudi, vous aurez une émission, donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé avec Albin, notamment qui va présenter tout ça, avec revenir sur les recrutements de Jesus, de Zinchenko. Est-ce que ce sont des bons recrutements? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui pensent que non, ou peut-être qu'il y en a qui pensent que oui, voilà. Avec les départs, etc. Et évidemment, on va parler de ça parce que ça risque de bouger un petit peu. Les petites infos, au compte-gouttes, déjà pour finir sur le dossier Nicolas Pepe, il faut informer, faut rappeler qu'il a fait le choix donc, de renoncer à 25% de son salaire. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il a renoncé à 2,5 millions par mois. C'est gentil de sa part, donc pour être en prêt à Nice. Parmi les rumeurs transferts, on a le joueur de Wolverhampton, Pedro Neto. Donc là, c'est dans le recrutement d'un ailier pour faire remplacer Nicolas Pepe. Malheureusement, selon The Athletic, le transfert va être compliqué puisque les Wolves réclament 50 millions de livres et ils ne sont pas très vendeurs. C'est un dossier qui traîne un petit peu, ça, Corentin. Ouais, c'est. Moi, j'étais pas convaincu dès le départ par l'idée d'acheter ce joueur, mais c'est vrai que je pense que les Wolves, ils sont assez durs en affaires au final. Je pense qu'on aurait tous voulu Ruben Neves, par exemple, mais je pense qu'ils veulent pas le lâcher. Ils ont raison. Mais ouais, c'est vrai que Neto. Après, je pense que Arteta veut un ailier. Oui. Arteta veut un ailier, c'est sûr. Il va tout faire pour en acheter un, vu que Pepe est parti en prêt. Donc là, je pense que c'est la grosse urgence dans les coulisses. Après, Neto, est-ce que c'est une bonne cible ou pas? Ça, de toute façon, bon, on peut pas vraiment le savoir à l'avance, mais c'est vrai que c'est cher. Moi, je trouve que c'est cher et pourquoi pas se rabattre sur une autre cible. Petite surprise de fin de mercato, on espère. Alors, Jobek, pardon, si j'ai dit 10 millions d'euros par mois pour Pepe, c'était par an, évidemment. C'est le droit d'avoir un gros salaire, mais pas pousser trop loin non plus. Toi, Mathieu, est-ce que tu es plutôt dans une logique acheter un ailier, vraiment un gros ailier comme ça, ou plutôt un ailier un peu en doublure de Saka, sinon pour moins cher? Bah, alors le problème, alors je pense que ce qui est recherché, c'est complètement une doublure de Saka. Ils vont pas aller chercher un ailier incroyable à 80 millions d'euros, par exemple. Mais je pense que le problème aussi, au-delà du départ de Pepe, qui était à mon sens logique, c'est aussi la blessure de Nelson. Je pense qu'il est rentré dans les plans du coach. Et c'est un joueur qui va être blessé. On n'a pas vraiment la durée de blessure, mais ça paraît assez long. Donc on va pas compter sur lui pendant un moment. Donc on se retrouve vraiment, vraiment très seul sur ce côté-là. Mais pour revenir sur Neto, moi j'y crois pas du tout. Et en fait, je vois pas l'intérêt de s'être débarrassé de Pepe pour prendre un joueur comme Neto qui, à mon sens, est pas meilleur. Donc ça veut dire qu'ils cherchent quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils vont nous faire un coup à la Tomiyasu de l'an dernier. De prendre quelqu'un qui vient un peu de nulle part, enfin d'un club un peu moins connu, pour un petit montant et qui va, enfin en tout cas on espère évidemment, qui va se révéler être un bon joueur. Donc ouais, Neto on n'y croit pas du tout et enfin je vois pas l'intérêt dans notre club. Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut un ailier, mais je pense qu'Arteta cherche des joueurs très spécifiques pour correspondre justement à ce qu'on disait par rapport à Pepe, des joueurs qui le comprennent et qui sont prêts à appliquer ce que Arteta demande. Donc je pense qu'ils doivent chercher très spécifiquement et bah on se doute bien que ça va pas être très facile. Loyal Burst qui dit dans le chat, est-ce que finalement, si c'est trop cher, est-ce que le transfert d'un gros ailier ne pourrait pas attendre cet hiver? Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé avec le cas Vlahovic à l'hiver, souvenez-vous, où Arsenal voulait un neuf, mais finalement c'était soit trop cher, soit le joueur ne voulait pas venir, et ils se sont dit, bon bah tant pis, on attend le prochain mercato et on fait pas un investissement, un panic buy, littéralement, Corentin. Ouais, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Tielemans, où on suit depuis quand même un long moment. Depuis juin, on nous dit que le joueur veut venir, que ça y est, il y a quasiment tout qui est fait.
Et au final, la même info revient quasiment toutes les semaines. À l'attente que le prix baisse. Et ouais, je pense qu'on se laisse plus faire sur les prix comparé à avant, clairement. On se dit si un joueur on veut tel prix, ben on aura tel prix, sinon c'est pas grave. Donc j'aime beaucoup cette mentalité-là. Même si sur les ventes, bon, on est toujours, je dirais pas mauvais, mais on est toujours pas là très bon. à attendre que Bellerin cesse son contrat. Enfin, truc farfelu, toujours pour aucun joueur parte. Mais ouais, c'est en tout cas sur les achats, on est ferme et ça il faut dire chapeau à Edu là-dessus parce que il a vraiment un grand rôle là-dessus. Sur le recrutement depuis 2-3 ans. Tillmans, justement, tu as évoqué un petit peu le sujet. Alors, ce qui se passe à l'instant T, selon les dernières infos de Fabrizio Romano, c'est que le club ne veut pas payer 35 ou 40 millions de livres pour Tillmans. Et donc, les négociations n'avancent pas, mais d'un autre côté, Tillmans, il a été un petit peu au clash avec Leicester, puisqu'il n'a pas joué le week-end dernier, et il a clairement envie de partir. On a quand même l'impression sur ce dossier, déjà, est-ce que vous êtes plutôt pour Tillmans? Et surtout, on a l'impression que la balle est plutôt dans le camp d'Arsenal. Alors, je me permets de te corriger, il me semble bien qu'il a joué ce week-end dans le match contre. Le week-end d'avant alors. Ah, peut-être le week-end d'avant dans ce cas-là, mais je l'ai vu à la télé ce week-end, donc je suis en train de me demander ce qui se passait dans ma tête. Toujours est-il que, ouais, c'est un super joueur, on n'en doute pas, et on en parlait justement. Pardon, il a joué autant pour moi. Il a joué exactement. Merci. Il a joué autant pour moi. C'est un super joueur, et pour le coup, on parlait tout à l'heure de la entre grosses guillemets faiblesse d'Elneny. C'est un joueur qui pourrait rentrer à sa place sans aucun souci et devenir un très très bon joueur de milieu de terrain à Arsenal. Donc, comme disait Corentin, c'est une bonne mentalité que de dire bah écoutez, nous on vous donnera ce montant-là et pas plus. Sachant que Leicester fait un mercato, on peut même pas dire bien ou mal vu qu'ils ont absolument recruté personne. Donc pour un joueur de l'envergure de Tielemans, il peut se dire bah je vais peut-être pas rester là dans ce club qui est un petit peu en perte de vitesse, en tout cas sur le papier du mercato. Donc oui, clairement, je pense que le joueur est pour, que le club est pour, et que Leicester va pas s'asseoir à 1 an de la fin de son contrat sur un beau billet, parce que sinon ils prennent le risque qu'ils partent, qu'ils discutent avec des clubs dès le mois de janvier et qui disent ciao au mois de février, j'ai déjà signé quelque part. Donc ça me paraîtrait très bizarre que Leicester ne le lâche pas. Et en même temps, Arsenal est fort de pas dire, comme ils auraient peut-être fait il y a quelques années, dire ah ok, bah si vous voulez 40 millions, bah finalement on vous en donne 45 et on le signe quoi. Donc c'est plutôt intelligent là-dessus, à voir si ça se fait. On n'est pas devin, mais en tout cas, je pense qu'on a toujours la main dans ce dossier, ouais. Il faut se rappeler aussi, c'est qu'il reste 3 jours, et on l'a vu, notamment, tu parlais de Tomiyasu, l'année dernière, c'était vraiment fait dans les derniers jours du mercato, et évidemment, il y a beaucoup de dossiers qui vont se décanter. Il y a une petite rumeur qui est passée dans l'après-midi, également de Fabrizio Romano, sur un Ukrainien du Shakhtar. Alors, c'est un joueur que je ne connais absolument pas, désolé, c'est Mikhailo Mudryk, donc c'est un milieu de terrain aussi. Donc a priori, qui pourrait correspondre notamment à Tillmans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arsenal a été au renseignement, mais qu'il n'y a eu aucun contact avec le club, juste côté joueur. Voilà, donc c'est, on va dire, une rumeur assez lointaine pour l'instant, et on va pas trop vous en parler, à moins qu'il y en a un de vous deux qui connaisse le joueur. Avec tout le respect qu'on a pour le championnat ukrainien, on peut pas être devant notre télé tous les week-ends. Non, je ne connais pas ce joueur. Désolé. Voilà. En revanche, il y a un joueur que vous connaissez un peu mieux, et là, justement, qui pourrait faire partie un peu, c'est panic buy plus ou moins, c'est Marco Asensio. C'est un nom qui revient un petit peu tous les ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été proposé, là aussi c'est Fabrizio Romano, il a été proposé à son agent par plusieurs clubs anglais, dont Arsenal. Il y a également eu Manchester United. En gros, ce qui se passe, c'est que le club n'est pas du tout en négociation avec le Real Madrid. Mais en gros, selon Fabrizio Romano, les bonnes relations avec Jorge Mendes pourraient faire que un transfert dans les derniers instants du mercato pourrait être fait. Si on vous dit Marco Asensio en doublure, Mathieu, je me tourne vers toi d'abord. Est-ce que vous prenez ou vous dites non, surtout pas? J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à y croire. On parle des bons rapports avec Jorge Mendes. Si on va par là, tout le monde a des bons rapports avec tous les agents. C'est une rumeur qu'on voit revenir très souvent. J'y crois pas du tout. En plus, c'est un joueur qui a quand même un profil plutôt offensif, qui a plutôt numéro 10. Je vois pas ce qu'on va en faire. Vraiment, je n'y crois pas une seule seconde. Corentin? Alors moi, c'est un joueur que j'adore énormément, uniquement parce qu'il est né la même année que moi. Et quand il avait explosé au Real la première année, j'avais trouvé qu'il était extraordinaire.
parce qu'il marque je crois qu'il marque sur les 2 finales du Real cette année-là, pour ses 2 premiers matchs, un truc comme ça, donc c'était fou. Asensio 3 millions, Mbappé 170. On fait le point dans 3 ans. On fait le point, on s'en souvient. Mais ouais, après, si c'est pas trop cher, moi je veux bien à la limite, mais si c'est. Comment? Ou en prêt? En prêt, pourquoi pas? Après, est-ce que c'est un joueur qui a envie? C'est pareil, est-ce que c'est un joueur qui aime vraiment le club, qui a envie de venir, etc. Moi je suis pas sûr que ce soit un joueur qui aime vraiment le club ou qui s'y intéresse particulièrement. Donc moi, sur un point de vue technique ou dans le jeu, pourquoi pas, mais après, dans l'envie, je pense qu'il sera pas forcément là, quoi. Allez, pour clore cette émission, donc Mathieu, rapidement, si on te dit là, sur les 3 prochains jours, quels sont les besoins, où est-ce que le club doit recruter? Mathieu? Pardonnez-moi, oui, je suis ici. Excusez-moi. Où est-ce qu'on doit recruter? On est toujours sur cet ailier, ça on en a parlé, on va pas revenir sur la question. Il y a cet ailier droit. Et après, finalement, il y a ce milieu de terrain avec possiblement Tielemans. Et puis voilà, je ne vois pas ramener un défenseur central pour concurrencer Gabriel, comme on avait pu en parler. J'y crois pas trop, parce qu'il y a encore Holding qui est derrière, il y a quand même ces 3 joueurs-là avec Tomiyasu qui peut venir en backup. Donc pour moi, il va y avoir, en tout cas j'espère, un milieu, un ailier droit, et ça sera déjà pas mal, ouais. Pareil, Corentin, un milieu et un ailier? Ouais, après, je pense pas qu'on fera les deux. Moi, je m'attends qu'à un seul. Moi, je serais plus pour le milieu, vraiment, parce que là, on a vu Partey, c'est une énième alerte qui sent pas bon du tout. Je pense qu'il nous faut vraiment un 6. Alors, si c'est pas Tielemans, ça doit être un autre, même si Tielemans, au final, c'est même pas un 8, mais c'est même pas un 6, mais il nous faudrait un joueur du même profil que Partey. Je pense d'ici la fin du mercato, je pense que c'est essentiel. Un Casemiro. Après, voilà. Moi, j'attends pourquoi pas un départ de Cédric. Si mercredi. J'avais dit qu'on n'en parlerait pas ce soir. J'espère depuis juin, mais bon, je me dis, bon, mais écoute. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des départs aussi, mais ça on en parlera jeudi. Il va aider Fabio Vieira à s'intégrer. On va le garder pour ça cette saison, voilà. Les clubs anglais ont du mal à vendre leurs joueurs portugais. Voilà, c'est sur ça qu'on va terminer cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux encore sur Twitch à nous suivre. On rappelle donc le programme de la semaine quand même. Mercredi 20h30, Arsenal, Aston Villa. Jeudi, émission spéciale fin du mercato à suivre sur Twitch, sur nos réseaux. Évidemment, vous restez connectés. Vous allez voir sur Twitter, on va bientôt passer les 40 000, logiquement. On compte sur vous. Et puis, dimanche, 17h30, gros choc, le premier choc de la saison à Old Trafford face à Manchester United. Évidemment, l'occasion de voir ce qu'a cette équipe d'Arsenal dans le ventre. Merci Corentin et Mathieu d'avoir été là ce soir. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi Antoine pour l'animation. Et puis voilà, on vous retrouve donc jeudi pour l'émission spéciale fin de mercato et sinon tous les lundis 20h30 sur nos réseaux. Salut à tous. Salut. Bonne soirée, ciao, bonne semaine à tous.